Merci Alain. Donc rebonjour à tous. L'idée c'était d'évoquer effectivement la refonte de site web. Alors on met SEO, c'est pas une refonte au sens strict SEO. Ça va être potentiellement une refonte de site web, mais comment intégrer la dynamique SEO? Est-ce qu'on doit l'intégrer et dans quelle mesure finalement? Donc moi c'est Marvin Tranchant, je suis CEO de l'agence SEO Sky SEO. On a une expertise SEO 360 avec une grosse dynamique on-site notamment. Et donc Alain évidemment ne le présente pas avec cette expertise technico-commerciale SEO, ancien SEO avec une expertise SEO off-site. Et aujourd'hui, je vous fais cette présentation sous la bannière donc Miracle Agency, association de nos deux entités finalement, Links Garden et Sky SEO, pour tout simplement renforcer nos expertises communes et nos expertises différenciantes et apporter au final un travail qui va encore plus apporter de qualité et de résultats, évidemment. Un accompagnement complet, c'est vraiment ça le mot pour vraiment être sur tous les leviers possibles et imaginables pour vous accompagner sur votre e-commerce. Aussi bien justement sur tout ce qui va être la partie technique, off-site, vraiment tous les leviers, même le SEA. On peut vous accompagner de façon complète. Oui, et puis comme le disait Alain, e-commerce, mais toute typologie de site, Oui, bien sûr. finalement, du site vitrine au site de lead gen, quoi qu'il arrive, l'idée c'est d'essayer de valoriser la dominante référencement naturel par rapport à vos objectifs. C'est l'idée principale. On va commencer dans le vif du sujet avec finalement cette refonte de site web et de la qualifier, parce que qu'est-ce que c'est une refonte? Au final, on en a tous une idée plus ou moins précise et ça va nous amener sur des pistes de vigilance SEO plus ou moins importantes. Mais quoi qu'il arrive, je peux tout de suite le dire, mais le SEO doit s'intégrer dans une refonte. On ne doit absolument pas le penser après, mais on doit le penser avant et puis pendant cette refonte, que ça soit une refonte visuelle. Finalement, on utilise toujours la même technicité sur le site, mais on va plutôt apporter ici juste voilà, des touches visuelles plus ou moins importantes, hein. On le qualifiera ensuite pour tout simplement apporter peut-être de la conversion, un visuel plus en adéquation avec la marque, des choses qui s'approchent de cela, des refonds de parcours utilisateur également qui vont avoir un potentiel impact SEO, notamment par exemple dans le maillage interne, dans la construction des différents blocs qui peuvent avoir un impact sur la vision du site par Google, l'ajout de fonctionnalités, l'ajout de typologie de page impactante. Typiquement aujourd'hui, j'ai un site de lead gen, je veux ajouter un annuaire sur mon site, ça c'est certain que ça va être en quelque sorte une refonte au moins d'une section. Le rajout d'une section importante va devoir amener une dominante SEO et potentiellement on va refondre l'entière parité du site pour que cette section s'implémente parfaitement dans le site actuel. La mise à jour de version CMS, notamment chez les e-commerçants, qui est quelque chose qui revient tous les 3 ans, 4 ans. On va profiter d'une refonte où on va juste mettre à jour la version CMS, mais ça peut avoir des impacts SEO, un changement de CMS, évidemment. Là, il y a refonte absolue, hein, c'est évident, on ne pourra jamais avoir exactement la même base de travail si techniquement, le socle technique du site va être différenciant. Le changement de nom de domaine, l'ajout de sous-domaine, ça va impacter potentiellement également le SEO et ça va être attribué à une action potentielle toujours de refonte. L'idée dans tout ça, c'est qu'il va y avoir des changements sur le site avant et après et on va devoir derrière valoriser des degrés d'opportunité et de risque SEO. Et ici, dans la majorité des cas où il y a des refontes impactantes, on va être dans un degré maximum. Attention, d'expérience, une des actions au plus haut niveau critique SEO, c'est la refonte. La refonte plutôt globale, au sens où on va revaloriser, notamment visuellement, dans le parcours utilisateur, le site. Le risque, il est au maximum parce qu'aujourd'hui, on a environ un prospect sur 10, je dirais, peut-être 2 sur 10 qui vient nous Oui, voir en disant j'ai fait une refonte, ça s'est mal passé, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Et ça, c'est
malheureusement pas la bonne chose. Idéalement, il faut anticiper cet appel et se dire qu'il n'aura pas lieu. Et donc, du coup, prendre en considération ces fameuses opportunités et ces risques, parce que c'est pas que des risques, hein, c'est aussi des opportunités. La refonte, c'est de se dire on va profiter de la refonte pour faire des choses et des choses mieux qu'elles ne l'étaient auparavant. Mais c'est Et aussi de se dire, souvent, bon, je t'en prie Alain. ouais, et souvent, je rebondis là-dessus parce que ça, c'est important. Ce qui va faire ou pas une bonne refonte, c'est aussi quand on pense au budget. Et souvent, on va se dire, ah bah, j'ai pas envie que ça me coûte trop cher, donc je vais faire ça, et ainsi de suite. Et au final, demain, ça vous coûtera peut-être 2 ou 3 fois plus cher parce que justement, vous n'aurez pas pensé à tout ça en amont. Donc, dites-vous bien que quand vous allez faire une refonte, on parle de votre business, on parle de ce qui vous fait gagner de l'argent. Alors effectivement, une refonte, c'est quand même quelque chose qui peut avoir un coût important. Cependant, c'est ce qui va déterminer demain si votre site sera toujours viable et surtout qui va fonctionner mieux. Donc oui, ça peut vous coûter un peu d'argent, mais faites attention, réfléchissez bien parce que demain, si votre e-commerce ou votre site ne fait plus rien, bon, bah, l'argent ne va plus rentrer, hein. Donc l'un dans l'autre, l'argent que vous n'allez pas mettre à l'instant T, c'est de l'argent que vous allez perdre demain. Donc ne pensez pas au budget quand vous pensez à une refonte. Dites-vous bien que c'est ultra important de bien mesurer tous ces risques-là quand vous allez la faire. Complètement. Et la phrase ici caractérise absolument cela, c'est aucune refonte de site sans expertise SEO et dès les prémices du projet. Pas même pendant. Souvent, on arrive quand les maquettes sont déjà faites. Mais en fait, les maquettes vont déjà impacter le SEO. La structure d'une page aujourd'hui, c'est un élément caractérisant du positionnement. De répondre à l'intention de recherche pardon, par une structure de page, on va le voir après dans les différentes caractéristiques d'une refonte et comment bien les traiter, eh bien, on doit vraiment arriver aux prémices parce que par ailleurs, la refonte, peut-être que c'est le moment de valoriser une opportunité et de créer des nouvelles sous-catégories, par exemple pour un e-commerce, de créer des nouvelles landings ou un parcours d'arborescence différent. Et tout ça, ça va impacter la maquette. Donc en fait, il faut être en amont et avoir un cahier des charges SEO déjà avant même qu'on ait pensé visuel, avant même qu'on ait pensé potentiellement parcours utilisateur. C'est déjà de valoriser finalement tout ça et de se dire qu'il faut une expertise SEO avec un degré maximum d'attention dès les prémices de la refonte. J'avais un prospect au téléphone encore hier pour un gros groupe de produits pour professionnels autour du rongicide notamment. Ben, ils pensent déjà à faire une refonte pour 2026. Bien, la première chose qu'ils ont fait, on les a rencontrés par ailleurs avec Alain sur un salon, c'est de nous dire ben, on pourrait peut-être évoquer la dynamique SEO au départ. Et ça, c'est la bonne pratique parce que déjà, stratégiquement, étant donné qu'ils ont une galaxie de sites, ben, y a une stratégie globale d'acquisition de trafic à réfléchir et ça va pouvoir caractériser aussi un cahier des charges opérationnel, notamment pour l'agence de développement. Elle va avoir évidemment des fonctionnalités très opérationnelles à mettre en place pour les internautes, mais elle aura aussi déjà un cahier des charges SEO et ça va pouvoir aussi matérialiser un budget en adéquation au global et vous, en tant que décideur, vous allez pouvoir dire, OK, là, il y a une part SEO qui va me coûter tant, il y a une part fonctionnalité, il y a une part parcours utilisateur, et de se dire, bah, peut-être que s'il faut réduire une part, c'est peut-être celle qui est un tout petit peu plus subjective, celle qui est un petit peu moins importante en termes de valorisation, parce que ce qui compte pour vous, c'est le business, hein. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et si on ne prend pas en compte cette notion de business et donc SEO aux prémices du budget, bah, ça peut être, comme le disait Alain, beaucoup d'argent de perdu, in fine. Peut-être qu'on ne pourra jamais s'en remettre, hein. On a eu des cas où la refonte a complètement cassé le site. On vient nous voir 6 mois, 10 mois, 12 mois après. Le problème de Google, c'est qu'il n'oublie pas. Et on ne peut pas repasser à l'état avant refonte en quelques clics et en Ah ben, quelques on repart de euros zéro. d'investissement. Donc voilà, attention, ici c'est vraiment important. On Et prêche on parle évidemment même, pour notre paroisse, ça mais marche même pour un site neuf. Quand vous vous lancez sur votre e-commerce c'est la même ou vous chose. lancez un nouveau site, c'est le même principe. Pensez au SEO tout de suite. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Marvin tout à l'heure, quand on parle de prémices, on parle vraiment du démarrage des maquettes. Ça nous est arrivé justement qu'avec une ancienne entreprise, qu'on nous fasse intervenir, les maquettes étaient déjà faites. Malheureusement, on est arrivé et on a dit que toutes les maquettes n'étaient pas bonnes parce qu'elles n'étaient pas du tout optimisées SEO. En fait, souvent,
on va penser graphique, on va essayer de faire des choses jolies, on va essayer de mettre des mots-clés un peu différents, on va essayer de... C'est tout ça, mais en fait, la vérité, in fine, c'est que le site Internet, s'il n'est pas optimisé par Google, malheureusement, eh ben, en fait, vous allez pouvoir faire le plus beau site du monde, ça ne se positionnera pas. Donc, c'est bien pour ça que même dès les maquettes, il faut que le regard SEO soit posé sur ces maquettes-là pour justement dire, bah oui, ça c'est réalisable, ça c'est bien, ça c'est optimisé pour Google et ainsi de suite. Ça, c'est pas réalisable, ça, c'est pas intéressant, pour que dès le départ, on parte dans la bonne direction et qu'on ne s'amuse pas à faire des allers-retours infinis sur des maquettes. Comme je dis souvent, hein, avoir un beau site Internet, c'est bien, c'est sûr, mais avoir un site Internet qui rank sur Google, c'est quand même 10 fois mieux parce qu'on parle de votre business. Donc, gardez bien en tête que le plus important sur votre site Internet, pour chaque action que vous allez faire, on parle de refonte, mais j'ai envie de dire même une action lambda, il faut que c'est un intérêt aux yeux de Google pour que demain, ça soit pertinent et que ça vous aide à grimper sur les bonnes positions de Google. Et on peut aussi se positionner en garde-fou en tant qu'SEO dès les prémices du projet, dans le sens où on peut aussi dire que l'aspect SEO doit être traité, mais simplement en mise en conformité. Parce que vous avez des objectifs, vous avez des niveaux d'investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, valoriser le SEO à hauteur de, je dis n'importe quoi, 50% de coût de la refonte, plus un petit peu de long cours après mise en ligne, avec un travail SEO de moyen terme, on va dire, et si on est sur un marché impénétrable, ou du moins très difficile, qui ne correspond pas du tout à la zone d'investissement que vous avez, nous, pour le coup, on va être honnête, enfin, en tout cas, c'est notre leitmotiv, c'est de se dire, bah là, mettez-vous en conformité et travaillez plutôt du SIA, travaillez des systèmes d'acquisition divers et variés, et vous reviendrez au SEO quand la capacité d'investissement collera avec la dynamique de marché. Ou alors, c'est de se dire, OK, la zone est trop concurrentielle, dans ce cas-là, est-ce qu'on ne va pas être malin et trouver un axe SEO légèrement différenciant en créant des typologies de pages, par exemple, qu'aucun concurrent n'a, mais qui génèrent des recherches qui peuvent être intéressantes pour vous parce que c'est des prospects qui se cachent derrière. Mais pour ça, il faut qu'on l'anticipe et il ne faut pas qu'on fasse comme les autres. Parce que si on fait comme les autres, on va se casser les dents, on va être top 30 partout, top 40, et c'est pas avec 500 € par mois qu'on va pouvoir performer. Parce qu'il y a une réalité de marché et à un moment donné, c'est aussi notre métier de le dire. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas devenir leader de tous les marchés avec le même niveau d'investissement et ça, c'est fondamental. Voilà. Et on sera là parce que on va le voir hein, dans comment, la chronologie d'une refonte, eh bien, que ça soit il y a un état de maturité de départ du site actuel qu'on doit évidemment conserver. Et puis derrière, il y a aussi ce qu'on veut aller chercher après. Et ça, c'est important. Et c'est justement ça, ne pas perdre l'existant SEO. Évidemment, par rapport à l'état de maturité, les refontes n'ont pas du tout le même enjeu. Il y a des refontes où le positionnement est très très faible, on part quasiment d'un niveau de trafic de zéro. Donc là, il n'y a pas de problème, on peut se permettre de tout de suite se dire, bon, ben, on va aller chercher les opportunités parce que de toute façon, aujourd'hui, il n'y a quasiment rien à garder. C'est une réalité, c'est comme ça, c'est pas forcément cool à entendre, mais en général, vous le savez en tant que dirigeant du site. Et par ce biais-là, notre idée, ça sera plutôt de tout de suite passer dans l'objectif 2, c'est profiter de la refonte pour développer son SEO. Il vaut mieux le faire maintenant, parce qu'il y a plein de coûts de dev notamment, il vaut mieux anticiper et les faire tout de suite à la sortie du site, plutôt que faire des V2, V3, V4, qui vont coûter plus cher, parce qu'il faudra revenir sur des choses qui notamment ont été mal faites, ou pas adaptées à notre stratégie. Mais l'objectif 1, c'est ne pas perdre. Il y a quand même énormément de cas où il y a un actif SEO, il y a du trafic mensuel, et là, notre métier, c'est d'identifier ce qu'il ne faut pas perdre. Il y a des pages qui font du trafic, des pages qui font du chiffre d'affaires, et il faut qu'on reprenne ces pages-là, qu'on les améliore, ou au moins qu'on soit de nouveau conforme à l'optimisation qu'elles avaient précédemment pour ne pas perdre eh bien, tout simplement du positionnement, du trafic et du chiffre d'affaires. Il y a des dynamiques de template de page, par exemple, ces fameux blogs que vous avez sur une page landing, par exemple, sur une page catégorie, fiche produit, toute typologie de page a un bloc, un template prédéfini avec un élément visuel, textuel, une réassurance, différents blocs. Et ça, parfois, c'est ça qui fait la performance de la page, en tout cas en partie. Le maillage interne, global du site, si on vient casser complètement l'arborescence, il faudra le faire en connaissance de cause pour la valoriser. Parce que si on avait une belle arbo, une structure de site avec des pages bien hiérarchisées, bien maillées entre elles et qu'on vient tout casser, bah de la même façon, on va avoir une problématique. Des balises, du wording,
je remets une couche de maillage parce que s'il y a bien une chose souvent dans une refonte qui est à travailler, c'est le maillage. Et puis identifier et valoriser les points forts techniques, de nouveau de maillage et de performance. De la même façon, il y a des points techniques, par exemple, qui peuvent être très bons. Je dis n'importe quoi, la pagination, elle est ouverte sur toutes les catégories d'un site e-commerce et ça fonctionne très bien. Est-ce qu'on va optimiser en fermant la pagination sur certaines typologies de pages catégories? Oui, non. Est-ce que un menu qui est déjà tout offusqué sur un site avant refonte, est-ce qu'on va désoffusquer tout le menu? Peut-être pas si ça fonctionnait bien. Et inversement. Donc il y a des choses qu'on peut anticiper sur toute la dynamique technique, sémantique. Là, il y a un vrai intérêt à le faire. Et puis l'objectif de profiter de la refonte pour développer son SEO, c'est évidemment identifier, améliorer les types de pages à fort potentiel. Vous avez certainement des pages qui ne performent pas encore, mais qui ont le potentiel de performer, qui font des impressions en cherche console, qui ont des positions top 10, top 20. Celles-là, elles sont aux portes de faire du clic et de l'argent. Donc l'intérêt, c'est peut-être de se concentrer aussi sur ces typologies de pages, sur l'existant toujours, mais dans une notion plutôt de l'améliorer. Et puis il y a aussi, évidemment, tout ce que vous n'avez jamais travaillé et qui serait intéressant à incorporer dans la refonte. Des typologies de pages, par exemple, notamment via l'arborescence, du contenu qui n'a jamais été ajouté sur des pages qui sont quasi vides, bah, profiter de la refonte pour intégrer ce contenu. Mais qui dit intégrer de contenu dit avant la maquette d'anticiper où on va le mettre. Et ensuite, qui dit d'anticiper techniquement comment il va être mis. Est-ce que c'est une FAQ? Est-ce que c'est un bloc texte? Est-ce que c'est un bloc texte déroulant? Tout ça, c'est maquette pré-prod. Et là, avec l'agence de dev, avec le service market, eh ben, il y a un intérêt à tous travailler main dans la main pour avoir toujours des optis qui aillent dans le bon sens en termes de visibilité. Des templates de pages, du maillage, des corrections techniques, des suppressions de pages. Ça peut être quelque chose de pertinent. Aujourd'hui, vous avez 80% de votre site qui ne fait aucun trafic versus 20% qui fait quasiment 100% du trafic. Est-ce qu'il y a un intérêt à garder 10 000 pages qui sont quasi vides et qui ont été faites là en 2015 sur une strate de contenu bouilli, de contenu spin, automatisé? Ben, peut-être pas. Peut-être que c'est elles qui sont en train de vous tirer vers le bas et les conserver, ça serait continuer à chuter en termes de trafic. Je fais des hypothèses, mais qu'on voit, hein, donc elles sont réelles pour le coup. Donc la suppression dans la refonte, c'est aussi une bonne technique, hein. Pour le coup, il faut faire le ménage. C'est comme dans une maison, on a vécu 20 ans, il y a souvent des placards qui sont remplis de choses dont on n'utilise jamais. Et ben c'est la même chose dans une refonte. Il faut en profiter, mais là, il faut une dynamique SEO pour prendre bien, les bonnes décisions. Parfois, la suppression n'est pas la bonne, parfois c'est la bonne. Identifier et valoriser les points faibles, technique, maillage, performance, et les développer de la même façon. Il y a peut-être des choses aujourd'hui techniquement qui ne pouvaient pas être résolues parce que il y avait des problématiques de CMS, il y avait des problématiques de code. Bah là, c'est le moment pour les résoudre. Et il faut vraiment aller dans la brèche et faire un focus là-dessus. Toujours dans une dynamique pour l'internaute, mais jamais, sans jamais oublier le robot Google. Et puis cette chronologie, on a évoqué là déjà pas mal de pistes hein, de manière très générique, mais l'idée c'est de se dire bah, le SEO, oui, il faut qu'il intervienne aux prémices du projet. Et pour ça, ben, dans une phase 1, plutôt les points 1, 2, 3, c'est déjà de poser la strate. Poser la strate du SEO existant, poser la stratégie des opportunités. Et déjà de se dire où on veut aller en termes du SEO. La maturité du site, les pages qui performent, la difficulté du marché, ce niveau de concurrence, les niveaux d'investissement potentiel après la refonte. Tout ça, c'est de se dire j'ai une vision SEO sur 18 mois, sur 24 mois. Et même si ça changera, le SEO, on ne peut pas le visu à 24, mais en tout cas avec au moins des niveaux d'investissement et des objectifs finalement, et une réalité héroïste derrière en se disant, bon, ben, grosso modo, si vous mettez ça en termes de budget, ou du moins en termes de budget, c'est surtout en termes d'actions qui vont se répercuter en budget externe via des agences comme nous ou en interne si vous avez une capacité de production et une expertise, eh bien c'est de se dire je sais où on va, je sais combien ça va me coûter et je pense savoir combien ça va me rapporter. C'est l'idée. Et je sais ce que je vais devoir faire, évidemment, pendant la refonte, avec un cahier des charges SEO sur l'ensemble des dynamiques de la maquette jusqu'à la pré-production, parce que c'est les points suivants. Évidemment, il y a de la recette de maquette. On va travailler avec les web designers, avec les différents services qui vont s'occuper de la produire. Et puis derrière, la production pré-prod. On va produire sur la pré-prod nous-mêmes. Le SEO doit faire des choses, changer des balises, matérialiser un maillage interne,
ajouter du contenu, il doit le produire ça, et puis derrière, il doit aussi recéter toute la dynamique technique avec les autres acteurs, les autres parties du projet refonte. Enfin, la recette et ajustement à la mise en ligne du live, c'est évident, la mise en ligne, elle doit se passer comme on l'avait anticipé, il ne doit pas avoir de surprise, hormis quelques détails, et puis derrière, travailler le SEO, faire le suivi de cette mise en ligne, et puis les V2 des optimisations moyen long terme. Je veux du backlinks, je veux ajouter petit à petit du contenu sur mon blog, etc. Et idéalement, la mise en ligne, on essaye de la prévoir quand tout le monde est là et pas le vendredi à 16 h quand tout le monde va partir en week-end. Ça paraît un peu bête, mais mine de rien, pensez-y. Et aussi autre chose, alors là, je vais être un peu pénible. Quand on parle d'accompagnement SEO, idéalement, rapprochez-vous d'une vraie agence SEO et d'un vrai consultant SEO et pas d'une agence marketing qui a des connaissances SEO. Je suis un peu pénible là-dessus, mais on le voit aussi régulièrement. C'est-à-dire que bah, des fois, le lendemain de la mise en ligne, justement, il y a plein de problèmes et la personne vient me voir en me disant oui, j'ai fait une refonte avec une agence marketing, mais le SEO n'a pas été pensé, alors que oui, nanani, nanana. Donc, voilà, je suis un peu pénible là-dessus, mais voilà, une vraie agence SEO, un vrai consultant SEO, en parallèle d'une agence marketing, ça, il n'y a pas de souci, mais méfiez-vous de jets des connaissances SEO qui, sur une refonte, des fois, ne vont clairement pas suffire. C'est ça. Sur une refonte avec enjeu, un site plusieurs milliers de pages ou du moins plusieurs centaines, au moins avec du vrai enjeu, du vrai trafic. Si c'est en centaines d'euros dans le devis, la ligne SEO, il faut fuir, hein. C'est bête, enfin, c'est pas forcément propre de le dire comme ça, mais c'est une réalité, c'est pas possible. C'est beaucoup de temps de travail. La réalité, c'est que, et ça se paye, mais que ça soit à plus ou grande échelle, ça peut être des freelances, ça peut être des agences, mais il faut que l'expertise SEO soit fait par un expert, même si le mot est un peu galvaudé, mais par quelqu'un dont c'est le métier. Son quotidien, c'est de faire du référence naturel, et son quotidien, du moins dans l'année, à un moment donné, il a fait plusieurs refontes. Parce qu'il y a une chronologie qui est là mise sous quelques points, mais en réalité, il y a des dizaines et des dizaines de sous-points à traiter à chaque fois. Et il y a une vision stratégique qui me semble fondamentale, parce que on voit vraiment aujourd'hui des salariés perdre leur emploi à cause d'une refonte. C'est une réalité absolue. Il y a les images Google, hein, oui, mais il y a aussi les refontes, parce qu'il y a des catastrophes industrielles, entre guillemets, qui se passent avec des agences ultra sérieuses, très fortes en dev, en construction de sites, en UX, en web design, mais où la dominante SEO, elle est switchée, et des sites pourtant vraiment costauds. Donc, et même des sites moins costauds. En fait, quoi qu'il arrive, ça doit être un enjeu, parce que c'est de l'argent pour vous. Et en général, en tant que chef d'entreprise ou responsable d'un service, quand on prend une décision, on la prend toujours en pensant à ce que ça va produire en business, parce que c'est notre cœur de métier. À tous, en général, c'est de quand même générer du business en tant que chef d'entreprise ou responsable d'un pôle. Et donc, du coup, c'est vraiment très, très, très important qu'à chaque fois que vous rencontriez une agence, comme le disait Alain, globale, elle peut avoir un service adapté avec un professionnel. Ah Mais oui, ça, on doit s'en assurer, et c'est vraiment, vraiment important. n'hésitez pas à demander des exemples, hein. Vous allez voir, Marvin va justement en mettre des cas concrets plus tard. N'hésitez pas, quand vous allez rencontrer les différents professionnels, à leur demander quel type de refonte vous avez déjà fait, et il pourra totalement vous montrer des exemples de sites qu'il a pu déjà faire. Et comme ça sera un gage de sécurité. Donc, on va passer au point de vigilance. Alors, s'il y a bien un point de vigilance absolu, c'est l'URL. Parce que, en général, bon, il y a plein de cas différents, mais en moyenne, en tout cas, pardon, la première question que je vais poser à quelqu'un qui arrive, j'ai une refonte qui s'est mal passée, avez-vous changé les URL? Ça paraît, enfin, pour certains, ça va paraître d'une évidence absolue, mais pour beaucoup, non. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai un site qui fonctionne bien, imaginons, il fait 24 trafics par mois. Je fais une super refonte graphique. Le site est incroyablement travaillé visuellement, dans son arborescence potentielle, dans sa logique visuelle. En tout cas, sur le papier, il n'y a pas photo. Il y avait un site un peu dinosaure, et là, on se retrouve avec un site très actuel. Cependant, ici, toutes les URL ont été modifiées. Je dis n'importe quoi, les URL se sont vues ajouter un répertoire. Les URL, il y a un ID à la fin, alors qu'il n'y en avait pas avant. Et du coup, aujourd'hui, on va se rendre compte que si on change les URL, il y a une perte partielle d'historique
qui va naturellement arriver. Évidemment, s'il y a un changement, on fait obligatoirement une redirection 301, mais vers la même page. Donc, par exemple, une fiche produit qui n'avait pas d'ID à la fin, refonte, la fiche produit se retrouve avec un ID parce que le CMS l'impose et qu'on ne peut pas le contourner, pourquoi pas. Et donc, on va faire une redirection de l'ancienne fiche produit A vers la nouvelle fiche produit A prime, par exemple. Ça, c'est logique. On va avoir une perte SEO, on peut quantifier aux alentours d'expérience de 30%, 40%, 20%. C'est très aléatoire, ça dépend de plein d'éléments, mais vous allez avoir une perte SEO quasi instantanée qui va normalement courir entre 6 semaines et 8 semaines. Normalement, si tout a été fait correctement, on doit retrouver un état SEO global proche de l'état initial, voire mieux si on a fait d'autres modifications sur le site. Mais ça, c'est dans le meilleur des cas. Ça, c'est dans le cas où, en plus, on a ajouté de la valeur ajoutée, on n'a pas fait de bêtises en enlevant des valeurs ajoutées de l'ancien site au nouveau. Et là, en plus, on est certain qu'on va perdre déjà pendant 6-8 semaines la potentielle redire. Après, ça peut être des fois 4 semaines, des fois 2, des fois 10, mais grosso modo, ce moins de 2 mois, il est plutôt pertinent. Donc, normalement, ça peut être acceptable pour un chef d'entreprise, un directeur de pôle, de dire, OK, on change les URL parce qu'on n'a pas le choix. On le fait plein de fois, hein. Vous allez le voir dans les cas concrets. Mais je suis sûr de moi, j'ai tellement bien bossé la refonte que de toute façon, cette perte, déjà, elle ne va pas durer trop longtemps. Et par ailleurs, de toute façon, on va la contrecarrer par un gros travail. Et finalement, elle sera très vite, cette petite perte sera très vite oubliée. Mais par contre, c'est déjà quand même se dire que ça passe ou ça casse. Hein, parce qu'on s'enlève quand même, quoi qu'il arrive, tout de suite de l'historique et de l'autorité. Donc, idéalement, grosso modo, si jamais on peut ne pas changer les URL, bah c'est mieux. Vraiment, c'est mieux. Et déjà, on s'enlève une grosse épine du pied et on n'a plus qu'à se concentrer que sur le travail intrinsèque des pages du site dans sa globalité en termes de SEO. Et tiens, regarde, j'ai une question. Si justement on veut à la rigueur optimiser les URL, il y a cette personne qui nous dit une URL sans W, sans extension et sans slash, à la fin est un must. Est-ce que toi, tu peux nous dire un petit peu ce que tu en penses d'une URL optimisée? Moi, je trouve que ça a peu d'importance en réalité. Par contre, ici, la question, elle m'amène plutôt à penser à de conserver, je crois que je ne l'ai pas mis en plus, de conserver l'entête HTTP 3W, HTTPS 3W ou HTTPS sans les 3W. De ne pas changer. Essayez de ne pas switcher. Tant qu'à faire, pareil, on se prémunit, parce que ça fait partie quand même de l'identité de l'URL. Donc normalement, ça passe. Hein. Ça, normalement, même si vous faites le choix, normalement, ça casse pas d'expérience. Ça va pas vous perturber l'historique de l'URL, mais quand même, on se prémunit de ça et on reste cohérent. De la même façon pour la fin de slash, pour le coup, pour moi, il n'y a pas de réelle différenciation. J'y vois pas de problématique majeure. Idéalement, je conserve ce qui était déjà en place si ça fonctionne. C'est vraiment ça le grand message, en réalité. Oui, de toute façon, si on peut éviter de changer d'URL, idéalement, vaut mieux le faire. Après, il y a des techniques selon les CMS où justement, des fois, on a le nom de la catégorie ou des choses comme C'est ça. ça. Où là, justement, on peut faire en sorte de ne pas avoir cette problématique dès le départ. Comme ça, quand on fait une refonte ou ce genre de choses, on n'a pas de problématique. Mais en tout cas, si on ne change pas d'URL, on s'enlève une première épine du pied lors d'une refonte. Complètement. Ça, c'est une vraie réalité. Mais c'est pas toujours possible. Hein. Donc, je vais vous montrer. Des fois, on le fait quand même, et même sur de très très nombreuses URL, et ça passe. Mais on a anticipé et on sait ce qu'il y a à faire pour contrecarrer cette potentielle Là, baisse. j'ai une dernière question sur les URL avant qu'on change, qui Oui. vient d'arriver. Bah Est-ce là, que oui. passer d'un .fr à un .com peut influencer mon trafic? Ça n'a, je sais pas, dis-moi. Bah, énormément. Là, c'est pire que changer d'URL parce qu'on change de route domaine, on change de Ouais, domaine d'extension. principal, d'extension, et le nouveau domaine sera considéré comme un nouveau domaine. C'est comme si vous repartiez entre guillemets de zéro. Évidemment, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire. Alors, le zéro, il est trop. C'est comme si je l'avais pas dit. C'est comme si c'est plus un changement d'URL, le 20%, 30% qui revient, là va se transformer en moins 2 points de pourcentage de 2 chiffres en négatif de manière certaine, parce que vraiment le nouveau domaine, le .com par exemple, même si vous faites des redirections 300 de page à page, hein, la page slash chaussures de running, du .fr slash chaussures de running vers .fr .com pardon slash chaussures de running, ok, il y a une 301, on se dit bah
Google va comprendre que je passe de .fr à .com, je vais conserver mon autorité. Non. Le nom de domaine .com va repartir de zéro, plus un bonus, parce qu'évidemment, il y a toutes les 301 qui vont pointer, mais ça va quand même être compliqué, sauf cas particulier, des très très gros sites où il y a de l'autorité tout de suite qui arrive sur le nouveau domaine, où il y a une très très forte entité de marque, où là ça peut fonctionner, on le voit d'ailleurs, mais en majorité, si on a un site dans la moyenne globalement d'autorité, quoi qu'il arrive, cette décision, elle doit être prise en toute connaissance de cause. Et derrière, il y a un gros travail de renforcement du point .com pour regagner de l'historique qui devra se faire. La question, c'est surtout de pourquoi passer sur un point .com? C'est la Parce qu'à la question. rigueur, ça peut être intéressant si on part sur l'international, ce genre de choses. Oui, mais tu Mais peux c'est à garder le point réfléchir. .fr. Voilà, C'est c'est à ça. réfléchir. Mais Mais après, si on a un e-commerce en France, autant rester sur un point .fr. c'est ça. Après, c'est des questions de politique commerciale. Il y a plein de choses qui peuvent nous faire passer d'un point .fr à un point .com, mais ça doit simplement être pris en considération. On sait que ça va, à court Il faut terme, que ça soit bien réfléchi. pour un moyen terme, ça va avoir un impact négatif sur le trafic qui court avant et après refonte. Voilà. C'est un point de vigilance qui est très important également, c'est le maillage interne. Souvent dans les cahiers des charges de refonte, si on ne change pas de tout au tout le site dans son arborescence notamment, finalement, on va surtout se concentrer à conserver eh bien, cette notion de lien entre les pages internes pour qu'on ait une diffusion du crawl et du jus de lien, de cette autorité qui va provenir des backlinks au fil du temps. Et on doit conserver, si tant est que c'était possible, ou améliorer eh bien, cette notion de découverte pour le robot des pages. J'ai fait un schéma tout basique, mais avant refonte en bas, j'avais ma page d'accueil qui pointait vers une catégorie et une fiche produit. Je ne sais pour quelle raison technique, après refonte, il y a toujours un lien de la page d'accueil vers la catégorie, mais il n'y a absolument plus de lien vers la fiche produit. Imaginons, parce que techniquement, le site a fait que tout était offusqué, tout était en JavaScript ou autre. Donc, du coup, la grosse problématique, Google ne pourra plus accéder aux fiches produits et le jus de lien, la puissance, l'autorité matérialisée par les backlinks ne vont plus pouvoir se diffuser jusqu'à la page produit. Par exemple, c'est vraiment un exemple bateau, hein, mais c'est la même chose pour une landing page d'un site, par exemple, pour un SaaS, par exemple, un site de banque, un site d'assurance, qui derrière va avoir des sous-landings, des articles derrière, des guides, des outils. De la même façon, on doit avoir un maillage qui nous permet de valoriser chacune des pages du site à des échelles que nous, on va essayer d'anticiper et de juger plus ou moins bonnes. Et tout ça, la maquette, le fait d'avoir un bloc dans la page catégorie, un bloc produit, ça paraît évident, mais là, déjà dans la maquette, dans le cahier des charges, on dira le lien doit être un lien hypertexte crawlable par le robot. Pas de nofollow, pas d'offuscation. Et par exemple, on pourra dire le lien sera mis uniquement sur le titre du produit. Et on va offusquer l'image, par exemple, et le bouton voir le produit, puisqu'on ne voudra pas 3 liens hypertextes. Tout ça, bah, c'est plein de recos. Des petites recos, mais il y a aussi dans la page, mais il y a le footer, le header. Je parlais d'offuscation tout à l'heure du menu. Ça a été très à la mode à un moment donné, ça l'est toujours plus ou moins. Ça peut être intéressant pour du énorme maxi menu, pour plein d'autres raisons, mais tout ça, c'est des éléments qui sont valorisables. Je ne sais pas, la page mention légale, c'est un basique. Est-ce qu'elle doit être crawlable partout? Peut-être qu'elle doit être crawlable qu'en page d'accueil et peut-être pas sur les autres pages. Peut-être que c'est insignifiant. Tout ça, l'idée, c'est essayer de le matérialiser par un cahier des charges et qui va valoriser le maillage interne aujourd'hui et après. De la même façon, une énorme page chez vous, ultra cœur de cible, elle fait 20% de votre business. Aujourd'hui, cette page-là, elle est maillée, je dis n'importe quoi, 150 fois sur le site, sur 150 pages différentes. Demain, pour une refonte UX, l'UX va être travaillé aux oignons, elle sera maillée plus que 50 fois. Parce qu'on a enlevé une récurrence de liens en sidebar, par exemple. Là, on peut mettre une alerte là-dessus. On peut se dire, attention, cette page va quand même être dévalorisée en crawl. Cette page va être dévalorisée dans la distribution potentielle de jus. Comment on peut contourner ça? Ça peut être intéressant. On va peut-être pas le faire pour la page qui fait un clic par an, mais pour la page qui génère 20% du business, ça peut valoir le coup de le faire. Donc voilà, plein d'éléments de ce type-là. Mais c'est ça qu'il faut rappeler, c'est que le maillage interne doit faire ressortir vos pages les plus importantes en termes de business sur votre site. Et ça, c'est ultra pertinent de bien le garder en tête quand vous allez faire votre refonte, parce que justement, si on passe de plein de liens à zéro lien sur une page business, on peut lui faire beaucoup de mal.
Et j'ai rigolé quand tu as parlé de la page contact, mais c'est quelque chose qu'on voit régulièrement en fait. Parce que justement, c'est une page qui est maillée énormément. Mais est-ce qu'il y a un réel intérêt de la laisser comme ça ou pas? Pas forcément. Il faut bien garder en tête que le maillage interne, c'est fait pour faire ressortir vos pages les plus importantes, idéalement les pages business, hein, parce que forcément, c'est souvent celles-là qu'on met en avant, mais il faut que ce soit elles qui reçoivent le plus de liens en interne, on va dire. Voilà, les encres de lien, pareil. Aujourd'hui, vous allez avoir une vision très UX, très commerciale peut-être, en mode commercial vendre, très marketeuse. Mais est-ce que changer 100% des encres de votre top page business sur l'ensemble des sites parce qu'on change un lien sidebar, comme je disais tout à l'heure, ça peut être un lien menu ou autre, en mettant un wording qui n'est plus le mot-clé, est-ce que ça peut pas avoir un impact? Bah si, en réalité. Et donc, du coup, ça paraît insignifiant hein, comme ça. Mais en réalité, si on additionne tous les petits points, plus petits points, plus petits points, bah parfois, on va se dire, je sais pas pourquoi j'ai perdu 5 positions sur cette URL, sur ce mot-clé, je comprends pas. Pourtant, la page, elle est magnifique, le comportement des internautes est bien mieux qu'avant, mais bah, ça peut être plein de petits points qui font qu'on va dévaloriser une URL ou un type d'URL. Le statut des URL crawlables avant refonte, ben ça c'est des grands basiques. De la même façon, avant la refonte, en fait, il y a déjà des problèmes. Donc autant les régler pendant la refonte. Typiquement, on a plein de 404 sur le site qui sont liés, bah autant les délier et qu'elles n'existent plus. Alors, ils resteront toujours en 404 potentiellement, si elles ont un intérêt à être en 404 ou en 410, mais par contre, elles seront plus liées sur le site, parce que ça s'intéresse pas d'envoyer le robot vers des pages qui n'existent plus. On a peut-être déjà des redirections 301 en place. Il va falloir les gérer. On le verra dans le plan de redirection. On a peut-être déjà des balises canonical. On a déjà peut-être des redirections. On l'a vu tout à l'heure, je l'avais évoqué, HTTPS 3W. Bah, de la même façon, ça, il faut certainement qu'on conserve certaines choses et qu'on en enlève d'autres. En tout cas, éliminer les erreurs, c'est une certitude, et valoriser toujours l'existant ou le conserver s'il est déjà excellent. Il y a des fichiers SEO, robot.txt. Si on fait un changement de CMS, par exemple, ça sera certainement pas le même. Il va falloir le reconstruire. Ça, c'est important. Le fichier htaccess, va falloir potentiellement aussi qu'on agisse dessus. S'il y avait des redires 301 en htaccess dans le htaccess, bah, peut-être qu'il va falloir les retraiter, peut-être pas dans le htaccess d'ailleurs. Des sitemaps.xml, évidemment. Nouveau site, qui dit nouveau site, dit peut-être nouvelles URL, changement d'URL ou pas, hein, par ailleurs, on peut en ajouter. Bah, peut-être qu'il va falloir le valoriser aussi et valider qu'il est bon, éliminer les erreurs et les valoriser sur ces quelques échantillons d'éléments que je vous donne ici. Il y en a encore évidemment bien d'autres. Les pages toxiques, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Potentiellement, on va avoir avec une refonte, si on a un e-commerce, par exemple, une refonte du filtre à facettes. Mais on va avoir peut-être une technicité du filtre à facettes hein, en bac derrière qui sera différente. Le code source ne sera certainement plus le même pour afficher des facettes plus jolies, plus développées, plus fonctionnelles. Mais peut-être que ces facettes développées lors de la refonte, elles vont être crawlables par le robot et générer des centaines de milliers d'URL. Attention à ça. Peut-être qu'on veut en indexer certaines, mais peut-être que ces filtres à facettes, typiquement, on est sur les chaussures de running, comme tout à l'heure, on arrive sur la page catégorie, j'ai rouge, j'ai par taille, j'ai par prix, j'ai par marque. Mais tout ça, c'est des pages pour l'internaute. En réalité, il va cliquer sur rouge, il va avoir toutes les chaussures de running rouge. Très bien. Mais est-ce qu'on veut montrer cette page à Google? Du coup, dans une refonte, on le voit. Alors ça, très 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 souvent. Filtre à facettes traité que visuellement et en termes de fonctionnel, absolument pas avec la vue SEO, sauf qu'on se rend compte que Google va pouvoir aller dans rouge, mais ensuite il va pouvoir aller dans rouge plus la taille plus la marque. Au final, si vous faites toutes les combinaisons, si vous avez un gros catalogue, c'est énorme. Vous vous retrouvez avec des dizaines de milliers, centaines de milliers de pages crawlables et indexables qui vont complètement ruiner toutes les pages légitimes, classiques de votre site. Donc ça, attention, c'est une erreur commune et qui est très simplement analysable par un SEO. Et après, il prend la décision qui juge la plus pertinente. Dans les sites un peu plus comment classique, notamment avec du WordPress, on peut avoir de la page date, de la page auteur, de la page tag. C'est des pages toxiques. Ça n'a aucun intérêt, sauf cas particulier. Ça peut en avoir un en réalité, mais attention, dans la majorité des cas, si on n'en a pas connaissance, c'est que ça va mettre le bazar. On va se retrouver avec plein, plein, plein de pages automatisées
qui vont être crawlables, qui vont être indexables et qui vont plutôt desservir les pages légitimes de votre site. Les pages avec paramètres d'URL, si vous faites un crawl et que vous vous rendez compte qu'il y a plein de points d'interrogation partout dans les URL, il va falloir s'y intéresser. C'est peut-être normal, mais point d'attention, dans plus de la moitié des cas, c'est pas normal et ces pages-là, on ne voudrait pas les voir. Sauf si on le souhaite vraiment, on peut avoir un format d'URL, paramètre d'URL, donc avec ce fameux point d'interrogation, avec des filtres derrière qui est indexable, crawlable sans problème, mais il faut en avoir, il faut le savoir et il faut savoir pourquoi. Et ces pages en général doivent être personnalisées derrière, ce qui est très rarement le cas. Voilà. Tiens, J'ai vu j'avais une qu'il y avait une question sur le question. maillage interne qui arrive entre-temps. Donc, je te la pose. C'est quand tu as changé de slide. Sur le maillage interne, le positionnement des liens. Donc, justement, tu sais, sur la page en elle-même, est-ce qu'on le met au milieu, en bas, en fonction de la destination et ainsi de suite? Est-ce que toi, tu prends ça en compte ou tu fais quelle est ta technique, on va dire, sur le maillage interne là-dessus? Eh bien, après, il y a deux types de maillage interne. Il y a le maillage interne structurel et structurant aussi, mine de rien, qui va s'établir sur les pages par rapport au bloc. Typiquement, j'ai une landing page où je vends des formations. À un moment donné, pour moi, quand même, c'est la dominante commerciale qui va primer. Il y a une logique de maillage entre les pages où on va mettre un bloc vers la page de vie, par exemple, qui nous intéresse ou nous intéresse pas. Ça, après, à voir si on offusque ou pas ce lien. On le montre du coup au robot, on le montre pas. Mais on va quand même y réfléchir. Ensuite, on va potentiellement aller sur les sous-pages de la page formation avec des sous-pages de destination qui ont un intérêt SEO. Celles-là, si elles sont bien placées déjà au-dessus, ben, potentiellement, c'est évident que je vais laisser les liens hypertextes crawlables. Donc, j'ai envie de dire que dans le bloc de contenu, mon intérêt, c'est de voir s'il y a un intérêt ou pas sur la page et son positionnement va pas m'importer énormément. Je vais valoriser plutôt la logique des choses. Et en fait, je vais pas volontairement mettre un petit lien caché en haut ou faire exprès de mettre un bloc de réassurance parce que je veux aller faire mailler la page à ce moment-là. Par contre, c'est là où c'est important, c'est plutôt, je vais me dire, quels sont les liens qui devraient être présents sur cette page et qui ne le sont pas. Est-ce que je peux les intégrer au bloc naturel du site avec une vision UX classique? Et si je ne le peux pas, bah là, du coup, je vais plutôt essayer de me dire à quel endroit je peux aller le mettre. Effectivement, si c'est une page très importante, on va plutôt, et qu'on est dans un niveau d'arborescence haut, donc sur une page haute, on va plutôt se dire, bon, bah, je vais peut-être essayer de le mettre au moins au milieu de la page plutôt qu'au fin fond de la page avec 50 liens hypertexte avant, en réalité. Mais normalement, l'arborescence et le maillage doivent quand même avoir une logique commerciale. Il y a une logique commerciale et sémantique derrière. Si on se fait exprès de mettre des liens partout volontairement qui n'ont aucun sens, c'est déjà que ça sent pas très bon, en vrai. Voilà. Après, très en haut, très en bas, très au milieu, à un moment donné, j'ai envie de dire que le lien, il est là et il est plutôt pertinent. Et après, il faut quand même se mettre dans le contexte. Est-ce qu'il y a 50 liens avant? Est-ce qu'il y en a 200? Ou est-ce qu'il y en a deux? S'il y en a deux et que c'est à la fin, j'ai envie de dire s'il est légitime ici parce que c'est à la conclusion qu'on envoie vers l'idée et donc vers la page, bah ça c'est pertinent et je me dirais que c'est logique et il doit être là. Voilà. Je sais pas si j'ai été très clair, mais Yes. Et dans l'idée. pour ajouter, pour le coup, dis-moi si je me trompe justement, mais on entend souvent que le lien hypertexte est plus pertinent par contre, parce que justement, tu as parlé de différents niveaux et du moment qu'il est dans le contenu, j'ai envie de dire, je suis assez d'accord avec toi. Mais un lien hypertexte reste plus pertinent qu'un lien sidebar, footer ou autre. Ça dépend le contexte déjà, en vrai. Pour le coup, ça dépend le contexte. On parlait des pages. Je reprends l'exemple des chaussures de running, pardon. Je les associe à Nike, Adidas, Reebok, etc. Donc des marques, en l'occurrence. Est-ce que c'est plus logique de les avoir en sidebar dans le filtre à facettes ou est-ce que c'est plus logique de les mettre en mode bourrin dans le contenu en bas en se disant on va faire un bon contenu SEO de 2000 mots, on va les associer dans les paragraphes marques avec des sous. Ben, en vrai, j'ai envie de dire que pour moi, il est plus pertinent dans la sidebar parce que son, son environnement me semble plus légitime d'être associé à cet endroit-là. Et ensuite, de la même manière, si, comme tu le dis Alain, si tu le mets, je sais pas, si tu empiles 20 liens dans la sidebar pour les mettre sans aucun contexte et toutes les sous-catégories sont maillées dans toutes les autres sous-catégories, alors que tu vends de la chaussure et à côté tu vends des, je sais pas, des parapluies, là c'est peut-être pas très pertinent, quel que soit l'endroit de la page. Je vais plutôt prioriser
ça mise dans le contexte autour de la page et parfois c'est dans le contenu du coup et c'est pas en sidebar, notamment dans un article de blog qui pointe vers une KT, ben j'aurais plutôt peut-être tendance à l'incorporer dans le H2 de l'article qui va valoriser la typologie de produit dont j'ai envie de mettre le lien. Voilà. Ok. C'est plutôt contextuel. Voilà. Mais après c'est plutôt un sentiment où on ne clique pas. C'est pas faire du SEO pour faire du SEO. Des fois, on le fait parce qu'on veut mettre le lien et on essaye de le mettre de la manière la plus logique possible. Mais il faut essayer d'être. En vrai, il faut essayer d'être logique et de faire les choses bien. La vérité, c'est que ça répond souvent à pas mal de prérogatives SEO, même si c'est facile à dire, hein. Et donc, par exemple, un exemple aussi de problématique qu'on voit souvent, les fiches produits déclinables. Aujourd'hui, attention, PrestaShop, Shopify, mise à jour ou migration, parce qu'on parle de refonte, mais ça peut s'associer à une migration vers un autre. Je passe de Presta à Shopify, de WooCommerce à Shopify. Attention, la gestion notamment des fiches produits, quand elles ont des déclinaisons, par exemple couleur. Est-ce que j'affiche mes 5 baskets, mes 5 chaussures de running c'est la même référence et elles sont dispo en 5 couleurs? Est-ce que j'affiche les 5 fiches produits déclinées, donc la verte, la rouge, la orange, la bleue? Est-ce que j'ai qu'une fiche produit qui met des petites pastilles où là j'ai simplement à choisir, mais c'est qu'une seule URL et non plus 5, comme les 5 couleurs? Est-ce que je mets les 5 couleurs et que j'ai une canonical, donc il n'y en a qu'une qui est la référente? Est-ce que les 5 sont en canonical vers une référente qui n'est pas liée au site? Ça, c'est l'erreur la plus commune sur Presta et Shopify. C'est-à-dire que j'ai mes 5 fiches produits toutes déclinées, elles ont une canonical, donc elles disent à Google l'URL la plus pertinente, c'est pas mes 5 URL, 5 couleurs disponibles sur le site, c'est une autre qui n'est pas sur le site. Donc ça, par exemple, le maillage, la bonne URL ne sera jamais maillée. Donc tout ça, c'est des éléments techniques, notamment en e-com, qui peuvent poser problème et qu'il faut regarder et anticiper. Voilà, par exemple, peut-être qu'avant, toutes les fiches produits étaient déclinées en URL unique. Peut-être qu'ensuite elles étaient avec 100 canonical, mais qui avaient un texte unique par page ou valorisant. Ok, c'est très bien, on laisse comme ça, c'est parfait. Mais attention, si je fais une migration d'une version Presta ou une mise à jour version Presta, si je fais une migration Shopify, ben, peut-être que derrière cette canonical ou du moins cette prérogative technique, cet état des lieux techniques avant refonte, bah, peut-être qu'il sera plus effectif quand je vais la faire. Donc ça, il faut que je l'anticipe et que je prenne les décisions techniques qui s'imposent. Faut qu'on avance un peu, Marvin, je crois. Ah ouais? Ah bah ouais, Bah, je c'est viens de sûr. voir en détail dans les slides. Ouais, template de page, ça c'est quelque chose d'assez important et même de fondamental. Aujourd'hui, si je veux ranker, par exemple, sur une formation, formation plus quelque chose, c'est mon mot-clé et je veux être positionné sur cette page-là. On va aller regarder le top 10, on va voir la SERP et se dire, OK, aujourd'hui, les typos de pages qui rankent, c'est celle-ci. Avant, je rankais pas, donc a priori, il faut que je change, il faut que je switch et que je m'y conforme. Donc, dans mon cahier des charges SEO, il y aura une section maquette où on dira, voilà, on va faire un Figma moins joli que le web designer, c'est certain, mais par contre, on va lui imposer des blocs, on va lui imposer une structure obligatoire pour le SEO de ranker comme ça. De la même façon, je sais pas, un e-commerce qui veut valoriser ses catégories, mais il a que 4 produits. Ben, est-ce que je vais pas être malin et pas mettre un listing de 4 produits et une page vide après parce que j'ai pas de produits à présenter? Est-ce que je vais pas les présenter différemment pour quand même valoriser comment mon catalogue qui est très restreint? Et ça, c'est un élément dévalorisant. Donc tout ça, la structure de la page, c'est quelque chose qui doit être valorisé à la maquette, après la maquette et en contenu derrière pour l'ajouter. Le wording, c'est évident, on parlait tout à l'heure, par exemple, d'un wording sur des blocs sur la page d'accueil, sur une page KT, sur une landing, sur un blog. Ben, tous ces wordings qui sont en place aujourd'hui, est-ce qu'ils sont valorisants ou est-ce que je peux les modifier pour revaloriser ça, modifier des encres? On peut aussi, au-delà du wording, ajouter évidemment des données structurées, ajouter des FAQ, ajouter de l'image, optimiser les images, structurer les HN, un grand basique, le wording sur les H1, les titles, est-ce qu'ils étaient vraiment au top du top? Pas comme ça, allez, on profite de la refonte, de toute façon, on va faire l'arbo, on va avoir la liste de 100% des URL sur un Excel, on va avoir les titles, allez, on les refait tous, on se refait une étude de mots-clés, on les met au carré du carré. Ça, c'est aussi une bonne façon de faire, et c'est aussi la bonne façon. La mauvaise façon, ça serait de ne rien faire et de se dire, de toute façon, les titles, ça sert à rien. Bon, s'il y a bien une balise en SEO qui sert à quelque chose, c'est celle-ci. Et toujours, Et ça historique. j'ai envie de dire, parce que j'ai encore eu le cas hier, justement.
Google est sûrement très très fort et très 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 intelligent. Par contre, il n'est pas devin. C'est-à-dire que quand vous travaillez un mot-clé, il faut que le mot-clé soit connu et soit surtout installé dans votre page. Quand on parle de la balise title, bah justement, votre balise title de votre page doit forcément commencer par le mot-clé que vous allez travailler. Surtout sur les e-commerce, c'est ultra parlant. Vous vendez une Oui, comme casquette, il faut que votre mot-clé soit présent dans le title, soit présent dans votre page plusieurs fois. Google ne va pas deviner que vous voulez vous positionner sur casquette si vous l'indiquez à aucun moment dans votre page. sur la dominante informationnelle, les guides, les blogs, les outils ou autres, où il y a plus à s'informer. Là, on parlera plus d'intention de recherche autour d'une notion principale qui peut être liée à un mot-clé, très recherché, mais on va pouvoir travailler beaucoup plus de mots-clés parce que ça sera autour d'une question et on pourra traiter le sujet, l'entité mot-clé, on pourra la traiter de différentes manières sans avoir à mettre exactement le même mot-clé d'un concurrent à un autre, on pourrait être positionné différemment. Ça peut être, je ne sais pas, définition de quelque chose, mais ça peut être comment régler ce quelque chose. Bah, finalement, on peut être positionné sur le même mot-clé, mais avec deux pages qui ne travaillent pas de la même façon. Contrairement à e-com, des requêtes commerciales, où là, que ce soit e-com ou landing ou autre, on parlait de formation, de SaaS, tout autre, à un moment donné, c'est plutôt cadré, tout le monde travaille mots-clés au départ et on ne peut pas faire très différemment parce que c'est comme ça qu'on appelle le produit, le service et c'est comme ça que l'internaute le recherche, tout simplement. Les Core Web Vitals, évidemment, des indicateurs, donc LCP, FID, CLS, les classiques des Core Web Vitals. Donc là, toujours comparer le live avant refonte versus la pré-prod versus le live après refonte. Donc, essayer vraiment de dégager ici du plus, mesurer déjà l'actuel avec PageSpeed Insight, Search Console, Lighthouse, focus plus sur le mobile. Il faut d'ailleurs, les refontes devraient aujourd'hui se faire sur mobile parce que dans 90% des cas, on a un site qui va générer plus de trafic sur mobile, donc surtout pas l'oublier, notamment cette partie mobile. La partie backlinks, il faut aussi pas l'oublier. Mine de rien, on a ce fameux changement d'URL parce qu'on l'a oublié, mais changer les URL, c'est oui des 301, et bien évidemment de l'ancienne URL vers la nouvelle, mais c'est aussi le backlinks, il va pointer vers une 301. Donc ça, c'est dommageable. On va potentiellement avoir de la dilution de puissance et un effet backlinks, une capitalisation sur son investissement qui sera plus faible aussi. Donc attention à ça. On va peut-être derrière devoir se taper une demande aux éditeurs des changements de lien. Bonjour, je vous ai mis un lien sur cette URL. Est-ce que vous pouvez me la modifier par cette URL? Donc là, bah, ça va être un peu ça va être associé à parfois des coups d'épée dans l'eau parce que bah, on ne pourra pas avoir le contact parce que personne vous répondra parce que la personne va vous le facturer. Voilà. Dans le pire des cas. Encore là où c'est pertinent d'éviter de changer d'URL si on peut, quoi. Exactement, complètement. Et puis c'est aussi là où c'est pertinent, par ailleurs, parfois de travailler avec des agences comme Lease Garden, par exemple, parce que bah, vous avez aussi la capacité parfois d'agir sur des URL dont vous êtes propriétaire. Donc ça, c'est intéressant. On peut se prémunir par ailleurs de ça. La Ah réflexion bah, c'est sur plus les facile typologies. pour nous Ah, c'est de ça, changer les liens que en de masse, contacter, vous, de votre un par un, côté, les éditeurs où ça va être compliqué et ainsi de suite. Nous, on est complètement. capable de le faire de façon un peu plus facile, effectivement. La réflexion sur les typologies de pages mal ou non travaillées permettant de valoriser des backlinks naturels, c'est un peu dans le cadre, comme tout à l'heure, où marché très concurrentiel, j'ai besoin de beaucoup de backlinks, mon budget ne permet pas d'aller aussi rapidement que je voudrais en volumétrie. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à un travail on-site, une typologie de page, un travail éditorial qui permettrait de valoriser cette dominante de backlinks naturels? Ça aussi, on peut l'anticiper. Ça peut être plus ou moins important suivant les thématiques, mais ça peut se faire. Voilà, c'est-à-dire donner des informations aux internautes qui vont la partager. Voilà, ça peut avoir un réel intérêt. Revaloriser le maillage interne pour affiner la distribution de jus, pair sculpting, on l'a vu tout à l'heure. Le maillage interne permet de valoriser les backlinks et leur puissance. Donc du coup, ben, on va travailler ce maillage, mais pour aussi les backlinks, pour cette distribution, et on va anticiper par rapport aux différentes URL qui sont ciblées par les backlinks, si tant est qu'il y en a déjà. Plan de redirection, c'est un petit peu la finale, c'est d'une évidence absolue. Il faut
avoir un plan de redirection dans un plan de refonte, même si on ne change pas les URL, à un moment donné, il va avoir des redirections qui vont être en place, même pour des URL qui ne sont pas forcément légitimes pour le robot. On va avoir besoin, même pour l'internaute, d'en faire. Donc évidemment, on doit avoir un plan cohérent. Ancienne URL vers la nouvelle page, ça c'est important. Attention, évitez les chaînes de redirection, parce que les redirections qui étaient déjà en place vont pointer vers l'ancienne URL, et ensuite vont repointer vers la nouvelle. Donc du coup, ici, on peut avoir des chaînes plutôt priorisées, des URL directes. Et puis parfois, il peut être très intéressant de supprimer des pages. On l'a vu, à faible valeur de contenu, pas de clics, mal indexé, pas de chiffre d'affaires. S'il y a des corpus de pages comme ça, des typos de pages, des gros clusters qu'on peut supprimer de manière certaine. Attention, ici, il faut prendre des précautions. Mais ça peut permettre aussi de souffler après refonte et de se dire, OK, là maintenant, je suis concentré que sur mes pages légitimes et à forte valeur ajoutée. Et quelques très anciennes redire aussi, on peut les passer en 410 parfois. Si elles sont très anciennes, elles sont pailletées, ça n'a pas d'intérêt à un moment de garder des redires pour garder des redires. Ce plan de redirection, on évite de le faire sur le HT Access s'il y a beaucoup d'URL, des centaines, des milliers. On va plutôt valoriser des techniques de redirection qui vont permettre de ne pas ralentir le site. Ça, c'est aussi important. Il y a des outils qui fonctionnent très bien comme Swan, un tools qui permet de créer des plans de redirection via des connexions sémantiques entre vos pages que vous allez devoir travailler. Ça peut éviter des erreurs parce que pareil, hein, quand on a des sites avec des milliers de pages, le plan de redirection peut être très complexe et très technique à mettre en place. Donc il y a des outils qui peuvent vous aider là-dessus. Voilà. Et j'en profite, on arrive à la fin de la présentation, mais il y a encore les cas concrets qui vont suivre. Je vais me dépêcher pour pas trop déborder. Mais j'en profite si voilà, il y a des participants qui doivent partir parce que il est midi. On offre aujourd'hui un pré-audit SEO. Il est complètement offert. C'est un travail qui est manuel, hein. Il n'y a pas d'automatisation ou autre pour essayer de vous attirer sur un travail de 5 minutes en automatique sans aucune valeur. Là, il y a de la vraie valeur. Donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous pour un call découverte et qu'on juge s'il y a un intérêt de faire ce pré-audit SEO offert, en général, on en trouve toujours un. N'hésitez surtout pas. Voilà, je vous répondrai. On pourra faire un premier call de 30 minutes, identifier déjà votre marché et vos services, vos produits, où vous en êtes. Et puis derrière, voilà un travail d'une heure et demie, 2 heures, plus un appel ensemble d'une heure pour essayer de valoriser peut-être une future stratégie qu'on pourrait mettre en place ensemble. Quelques cas concrets de refonte. Alors, on en a fait des dizaines et des dizaines. Je vais essayer de prendre des cas un peu. Le dernier cas, il est assez basique. Et là, j'ai pris des cas un peu touchy, justement pour vous dire que même dans des situations compliquées, eh bien, on peut arriver. Voilà, parce que la classique, c'est de tout faire bien. On fait beaucoup d'éléments SEO pendant la refonte, avant qu'elle soit en ligne. Et puis derrière, on met en ligne et là, on a du gap de croissance. Parce que de toute façon, en fait, c'est pas forcément d'avoir bien fait la refonte. Oui, on l'a bien fait, mais c'est surtout, on a tellement bossé pendant la refonte que l'état SEO du site n'est plus du tout le même. Il a vraiment gapé au positif. Ici, on était dans des refontes un peu plus complexes. Par exemple, ici, un site de lead génération qui avait 500 000 URL, donc un gros site, 20 millions de chiffre d'affaires au global, web, 5 millions en SEO. Donc là, déjà, il ne faut pas se rater. On le sait que notre objectif premier, c'est de ne pas perdre de positionnement. Et l'objectif de la société qui instaure cette refonte, c'est ça. Par contre, par ailleurs, elle nous impose de changer de CMS. Pas de chance. En plus, techniquement, ça va plus du tout être la même chose. En plus, on modifie 90% des URL. Donc là, on se dit, on est dans quasiment la pire des situations. Il y a un enjeu monétaire énormissime en volumétrie de chiffre d'affaires. Il y a un changement de CMS techniquement, donc les devs vont être sous l'eau complet et on va repartir de zéro. On va modifier quasiment toutes les URL parce que de WordPress au site from scratch, on n'avait pas le choix. Même si moi je pense qu'on l'avait, mais bon, c'est comme ça. A priori, il y a plein d'autres choses qui ont fait, d'autres facteurs qui ont fait qu'on n'avait pas le choix. Et du coup, par contre, on nous dit, on va créer une nouvelle verticale. Ça, c'est le SEO interne avec qui on bosse ici, qui nous dit, par contre, il y a un annuaire d'1 million de pages qui va être ajouté à terme. Mais dès la mise en ligne, il va avoir de la volumétrie de pages incroyable. Et en plus, on va tout changer visuellement. Bon, bah là, ok, on va essayer de faire ça correctement. Et du coup, ici, l'intérêt entre le SEO interne, nous, on était énormément sur le plan de redirection, donc de 450 000 URL. Au-delà de ça, cet intérêt, je mets cet exemple parce que c'est de se dire que finalement,
cette section-là, elle est dangereuse, l'annuaire, mais en même temps, elle est énormément profitable parce qu'on va multiplier par 3 la volume d'URL sur des requêtes, des vraies requêtes, hein, pour le coup, des requêtes intéressantes. Ultra cœur de cible en plus par rapport à cet annuaire. Donc on se dit, il y a un business énorme et c'est bien pour ça que la décision aussi, je pense, a été prise de faire cette refonte, c'est de se dire, allez, on en profite, on incorpore l'annuaire, là c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, j'ajoute un énorme pan sur le site nouveau, mais en fait j'en profite pour tout changer. Comme ça au moins on repart sur des bases ultra saines. Les bases par ailleurs n'étaient pas du tout saines techniquement sur le site, même s'il rankait déjà très bien, il y avait du gros chiffre d'affaires. Et donc du coup, il y avait juste un axe majoritaire, énormément de redire et beaucoup de pages ajoutées. Et puis derrière, ce qui s'est passé, donc il y a eu une refonte, c'est assez vieux pour le coup, c'est un site qui est encore en croissance aujourd'hui. Il y a eu la refonte et derrière, il y a eu une croissance plutôt mesurée. Mais il n'y a pas eu de perte déjà. Et puis au fil du temps, ce 1 million d'URL, qui est quand même une action assez sensible, beaucoup d'indexation à faire, beaucoup de maillage à valoriser, et il y a eu des V2, des V3, des V4, mais c'est de se dire qu'on était dans une des pires des situations, mais par contre, ce site-là s'est donné les moyens d'ajouter de la valorisation pendant la refonte pour se prémunir de toute baisse potentielle. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des moments, on le voit avec de flou, ça reste du SEMrush, mais c'est un peu ce qui s'est passé. Il y a eu quelques mois où ça a été compliqué parce que l'annuaire ne prenait pas aussi bien qu'il le voudrait, parce que ça prend du temps et parce qu'il faut de l'autorité nécessaire pour absorber 1 million de pages et les indexer et les valoriser en positionnement. Par ailleurs, il y a quelques grosses catégories du site qui ont un petit peu perdu, mais au fil du temps, avec un travail à moyen terme, on le voit au bout de 6 mois, grosso modo, il y a tout de suite, il y a toujours eu de la croissance en réalité, mais tout de suite, ça a commencé à gaper dans une course à la croissance où à plus 18 mois, on est à un trafic qui a augmenté de 300 K par mois. Il était initialement grosso modo d'un peu plus de 500 K, il est passé à un peu plus de 800. Donc du coup, voilà, une refonte avec des forts enjeux peut tout de même être gérée sans problème, mais par contre, voilà, ici, il y a vraiment, c'est plusieurs mois, hein, travail en amont, on ne fait pas juste ça en quelques semaines, nul doute là-dessus. Ensuite, la refonte d'un site e-commerce, 50K URL, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc pareil, des gros enjeux, pardon, 2 millions d'euros en SEO, mise à jour du CMS PrestaShop qui a provoqué plein de problématiques techniques parce que c'était une très ancienne version. Aucune modification d'URL, donc là on est plutôt bien sur ce point-là. Et puis la création d'une nouvelle verticale importante sur le site. C'est comme pour le site précédent, ici, il y a toujours des enjeux forts en termes de business, mais par contre, ici, c'est un e-commerce. Et on va ajouter des pages de compatibilité. Et ici, les développeurs ont ajouté 2 millions de pages. Et en réalité, dans ces 2 millions, il y en a environ 400 à 500 000 de pertinentes. Et ils ont mis en ligne et derrière, il y a eu une indexation majeure. Pas de chance, ça s'est indexé comme jamais. Et la refonte a donc du coup, au départ, été mal gérée. Ensuite, on est intervenu et là, on a dit, oulala, attention, il faut absolument bien prendre le problème à bras le corps et essayer de tout simplement reprendre ce qui a été fait et de se rattraper en quelque sorte, même s'il y a eu du plus. Hein. En réalité, c'est simplement que dans le futur, je pense que 2 millions d'URL, à un moment, le site n'allait jamais les assumer et que sur les 400-500 000 URL pertinentes, il y en avait au moins la moitié qui n'étaient pas indexées. Donc ça, on avait envie d'indexer juste les 400-500 000 et pas les 1,5 million inutiles et obsolètes, tout simplement parce que ces pages n'étaient quasi vides de contenu. Et puis derrière, il y a eu la refonte, il y a eu un effet levier quand même, comme je vous le disais, grosse indexation du site quand même, ça a fonctionné. Et puis petit à petit, il y a quand même eu un effet assez déceptif. C'est retombé un peu comme un soufflet. Et petit à petit, l'écart type entre l'année d'avant, avant refonte et l'année après, commençait à s'estomper. Et du coup, on s'est dit, OK, l'effet refonte, il a été positif, nul doute là-dessus. On voit la courbe bleue et la courbe violette qui matérialise l'année précédente. Mais par contre, il va falloir relever la barre. Et là, on a travaillé sur cette fin d'année 2025 à supprimer et à rediriger et à mettre en 410 des centaines de milliers d'URL tout simplement pour aller performer le site petit à petit. C'est quand même un site aujourd'hui voilà, qui a 28% de trafic en plus quand on compare eh bien, les 14 derniers mois, en l'occurrence, et qui a augmenté de 16% son chiffre d'affaires
via cette refonte. Donc ça s'est plutôt bien passé, même dans l'erreur. Ça, celle-là, on a pu la rattraper. Et puis enfin, un site plus contenu en termes de pages, 200 URL, 2 millions de chiffre d'affaires, 350K euros en SEO. C'est un site de formation en l'occurrence. Pas de changement de CMS, aucune modification d'URL, remise en conformité technique, légère modification d'arborescence et de maillage et surtout un gros changement visuel. Ça, c'est la refonte la plus basique. Je garde tout le maillage, je regarde mes blocs, mais j'embellis juste les blocs déjà existants. C'est la plus légère et effectivement, quand on regarde les résultats, ben, normalement, il n'y a pas trop de problèmes. Il faut juste vérifier. Je pense qu'on a travaillé une journée sur cette refonte, quelque chose de très, très sommaire, juste de la validation, du check de la recette en amont, pendant et après. Et normalement, il n'y a aucun problème. Donc, faut pas aussi. Là, on a été. Enfin, peut-être que j'ai été un peu trop alertant parce que j'ai vraiment parfois. Il y a des cas, vraiment, c'est pas cool ce qui se Parce passe. qu'on en voit tous les Mais. jours, hein. Ben, c'est ça, mais du coup, ça peut aussi être quelque chose de très soft, ça se passe bien, il n'y a pas de problème, il faut juste être attentif. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup.